Au cours de l'hiver le plus rigoureux qu'ait jamais connu la vallée, dans une région froide de l'intérieur de la France, sur les pentes montagneuses proches du Massif central, les maisons avaient suivi le même modèle depuis des générations. Bois de chauffage empilé loin des murs, chemin menant à de petites granges en bois, tout reste séparé, comme cela a toujours été le cas, pas la maison d'Élise Moreau. Autour de cette structure rudimentaire se dressait un abri étrange, trop vaste, trop silencieux, un toit qui paraissait excessif. Une erreur de jugement, disait-il. Certains riaient en passant, d'autres détournèrent le regard, persuadés qu'ils ne résisteraient pas aux premières gelées. Elle n'a pas donné d'explication. Il continua d'empiler du bois de chauffage là, si près de la porte qu'il ne lui fallait qu'un pas. Quand le froid est arrivé plus tôt que prévu, quand le vent a bloqué les routes de campagne et que l'humidité a commencé à pourrir le bois de chauffage des autres, personne n'a encore frappé à la porte d'Élise. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Et ce n'était même pas le pire de l'hiver. La communauté était petite et ancienne. Des maisons basses, faites de pierres épaisses ou de bois sombre, construites selon la même méthode répétée depuis des décennies. Là-bas, survivre à l'hiver n'avait rien d'exceptionnel. C'était une routine. Mais la routine n'était pas synonyme de confort, seulement de résilience. Tout le monde connaissait la méthode. Couper du bois avant les premières vagues de froid, l'empiler loin de la maison pour éviter les incendies, le recouvrir de bâches et espérer que l'hiver ne soit pas trop humide. Ça a fonctionné, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Elle est arrivée plus tard, nom de famille inconnu, sans mari à ses côtés. Aucune histoire à raconter au café du village. Il construisit sa maison avec ce qu'il avait, simple, fonctionnel. Et puis il fit quelque chose que personne ne comprit. Il érigea un abri autour de la maison, comme s'il protégeait non pas les murs, mais l'espace entre eux. Le toit était trop ensailli. Le nombre de colonnes semblait excessif. Le bois de chauffage était trop près. « Ça va prendre feu », commenta Henri en passant. « Tout va pourrir », a dit un autre. « Quand le froid s'installera vraiment, elle comprendra », a conclu une troisième personne. Élise écoutait. Elle continua à travailler. Pendant que les autres coupèrent du bois ensemble, riant et pariant sur qui demanderait de l'aide en premier, elle travaillait seule, mesurant, ajustant, empilant le bois en hauteur, loin du sol humide, à l'abri de la pluie latérale. Ses gestes n'étaient pas précipités, même pas une explication à leurs yeux. Le froid n'était pas encore vraiment arrivé, mais l'air portait déjà cette promesse inquiétante. Cet hiver ne serait pas facile. L'abri n'est pas apparu d'un coup. Cela s'est développé progressivement, comme si elle testait les limites de ce que le lieu pouvait accepter. D'abord, le toit dépassait de quelques centimètres. Ensuite, les colonnes étaient trop près de la maison. Puis, le bois de chauffage s'est mis à s'entasser là, non pas à l'arrière de la propriété, ni loin du bâtiment, mais presque contre les murs. Cela enfreignait une ancienne règle. Garder le bois de chauffage loin de la maison était un signe de prudence. Avoir du bois de chauffage à proximité était imprudent. Les voisins n'avaient pas besoin de demander pourquoi. Ils avaient déjà décidé que c'était une erreur. Elle connaissait le risque. La moindre étincelle pouvait être fatale. Mais elle connaissait aussi un autre danger plus courant et moins évoqué. Quitter sa maison par un froid extrême, la nuit, par un vent glacial, pour ramasser du bois humide qui brûlait à peine. L'abri a résolu ce problème. Elle protégeait le bois de chauffage de la pluie incessante. Cela a empêché l'humidité du sol de remonter. Et plus important encore, cela éliminait la nécessité d'affronter le froid pour entretenir le feu. C'était un choix silencieux entre deux risques. Elle a choisi ce qu'elle pouvait contrôler. Tandis que les autres empilèrent le bois à même le sol sous des bâches déchirées, elle soulevait chaque bûche. Elle créait des espaces entre elles, non par souci d'esthétique, mais pour le séchage. L'abri n'était pas complètement fermé sur les côtés. Le vent circulait et emportait l'humidité. « Vous perdez votre temps », ont-ils dit. « Cet hiver punira ceux qui essaient d'être à la mode », ont-ils ri. Elle n'a pas répondu. Les travaux avançaient lentement. Chaque jour passé à ajuster l'abri était un jour de moins consacré à la coupe du bois. Les observateurs extérieurs se trompèrent. Voyant le peu de bois accumulé, ils présumèrent d'un échec prématuré. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est la qualité. Son bois de chauffage était léger et sec. Il nettoyait la lame en coupant. Les autres commençaient à s'assombrir, gonflés par l'humidité qui ne semblait pas encore poser problème. Mais ça allait le devenir. Le froid est arrivé d'abord la nuit. Puis, il était resté toute la journée. Dès les premières gelées importantes, certains voisins se plaignaient de la fumée. Le bois humide brûlait mal, se consumait rapidement et nécessitait de fréquents allers-retours à la grange.
Élise continua d'entretenir le feu sans quitter la maison, sans ouvrir aucune fenêtre, sans laisser la chaleur s'échapper. L'abri désormais achevé paraissait encore plus étrange avec la vapeur d'air froid qui tourbillonnait autour de sa structure. La maison semblait parée pour l'hiver, tandis que les autres restaient exposés. Pourtant, personne n'a demandé d'explication. L'hiver avait à peine commencé. Et quand les gens croient encore avoir le temps, ils admettent rarement que quelqu'un d'autre a fait un meilleur choix. La première semaine de froid continu n'a pas engendré le désespoir. Cela a provoqué un malaise. Les matins commencèrent de la même façon. Portes difficiles à ouvrir, mains brûlantes au contact du métal, épaisse fumée s'échappant des cheminées avant le lever du soleil. C'était ainsi chaque année, rien de nouveau. Mais quelque chose a commencé à changer. Le bois de chauffage des voisins ne séchait plus pendant la journée. L'humidité nocturne, conjuguée au froid et au manque de soleil, faisait qu'il fallait s'y reprendre à 2, voire 3 fois, pour allumer une bûche. La chaleur était faible. La consommation augmenta. Elle l'a d'abord remarqué à cause du silence. Tandis que les autres maisons crépitaient, crachèrent de la fumée et exhalaient une odeur de bois brûlé, la sienne maintenait un feu régulier. Pas plus fort, juste constant. Le refuge a fait exactement ce qu'elle avait prédit. Le bois de chauffage ne touchait pas le sol. La pluie ne nous a pas atteints. Le vent asséchait tout. La 3e nuit consécutive où les températures étaient négatives, une voisine passa devant la clôture et la regarda longuement. Elle ne dit rien. Elle compta mentalement le nombre de piles de bois qu'il lui restait. À l'intérieur, Élise ajusta lentement le feu. Inutile d'en faire trop. Juste le maintenir. La chaleur restait emprisonnée entre les murs, sans fluctuation brusque. 2 jours plus tard, la première conséquence est apparue. Un homme du village dut traverser la cour tôt le matin pour aller chercher du bois. Le tas était partiellement recouvert de neige fondue. Il glissa. Il ne fut pas gravement blessé, mais il revint en boitant, maudissant le froid, le sol et sa propre maladresse. Elle a entendu l'histoire le lendemain. Il n'a fait aucun commentaire. Le refuge a également commencé à présenter un autre avantage, des économies de coûts. Son bois de chauffage était plus abondant. Chaque bûche produisait une chaleur réelle, sans fumée. La consommation était moindre. Le stock, visuellement plus petit, ne diminuait pas aussi vite que les autres. Pourtant, personne n'a mentionné de faute de leur part. Il était trop tôt pour l'admettre. Le temps s'est progressivement dégradé. Vent plus long, humidité persistante. Les après-midi commençaient à tomber plus tôt. La 2e semaine, un incident mineur est passé presque inaperçu. Tôt le matin, le vent a tourné, poussant de la pluie verglaçante sous des bâches mal fixées. Des piles de bois ont été trempées. Au matin, on parlait déjà de bois de chauffage perdu. Élise ne s'est pas approchée plus loin que le bord de l'abri. Le bois de chauffage était intact. La toiture prolongée a détourné l'eau. Les côtés ouverts empêchaient l'accumulation. C'était la première fois que quelqu'un posait une question directe. Reste-t-il du bois de chauffage sec? Elle hocha la tête. Rien de plus. Il n'a offert aucune aide. Non pas par orgueil, mais parce qu'il était encore tôt. Le premier test n'était pas l'hiver lui-même. Il s'agissait de résister sans attirer l'attention. Car ceux qui attirent l'attention trop tôt deviennent des cibles, lorsque la situation s'aggrave réellement. Cette nuit-là, la température a chuté plus que prévu. Ce n'était pas une tempête, juste un froid dense et stagnant qui s'insinue lentement. Elle dormait, le feu brûlant sans cesse. Les autres se sont réveillés plusieurs fois pour le nourrir. Et sans s'en rendre compte, ils commencèrent à compter les jours jusqu'à la fin de l'hiver, mais jusqu'au premier véritable échec. L'erreur ne venait pas de l'extérieur. C'était dû à l'épuisement. Après des semaines de froid persistant, le corps commence à flancher avant même que l'esprit ne s'en rende compte. Les gestes deviennent automatiques, l'attention diminue. Les petites décisions sont prises sans réfléchir. Cet après-midi-là, le vent a de nouveau tourné, plus constant mais irrégulier. De brèves et fortes rafales qui font s'infiltrer le froid dans les fissures. Elle ajusta le feu comme d'habitude. Elle ajouta 2 bûches sèches, ferma la porte de l'abri et rentra. C'était suffisant. Ça l'avait toujours été. Mais cette nuit-là, le froid est arrivé plus vite que prévu. Le genre de chute qui ne prévient pas. Le genre qui vole la chaleur même quand le feu est allumé. Elle s'en est rendue compte trop tard. La maison ne s'est pas refroidie d'un coup. La température a baissé lentement. La chaleur n'était plus maintenue entre les repas. Le feu brûlait, mais moins fort que nécessaire. L'une des bûches qu'elle avait placées là, trop sèche, brûla rapidement, plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Au milieu de la nuit, il s'est réveillé face à un silence inquiétant. Pas le silence de la nuit, le silence du feu mourant. Il se leva immédiatement.
L'abri était là, accessible comme toujours. Le bois de chauffage était sec. Rien n'avait cédé dans la structure. L'erreur était humaine. Elle alimenta de nouveau le feu, cette fois avec plus de précaution, choisissant des morceaux plus denses qui brûleraient lentement. Elle ajusta l'arrivée d'air. Elle attendit, mais le froid s'était déjà trop installé. C'est alors qu'il a entendu le son. Une petite toux faible, venant du coin le plus sombre de la maison. L'enfant avait trop chaud et frissonnait en même temps. Mauvais signe, signe inquiétant. Élise s'assit près de lui, porta la main à son front et sentit la chaleur irrégulière. Il n'y avait pas de médecin à proximité. Aucun voisin n'était levé. Et quitter la maison à cette heure-ci signifiait perdre le peu de chaleur qu'elle avait retrouvé. La décision a été prise discrètement. Elle entretenait le feu, même en sachant que cela consommerait plus de bois. Elle ne pensait pas à faire des réserves. Son seul souci était de maintenir une température stable. Elle ramassait du bois dans l'abri sans quitter l'enfant des yeux. Pas d'exposition au vent, pas de précipitation. Dehors, le froid était mordant. Dans une autre maison non loin de là, quelqu'un a tenté la même chose. Il devait aller chercher du bois de chauffage dans la grange. À son retour désorienté, il a mis plus de temps que prévu et a laissé la porte ouverte trop longtemps. Le résultat se répandit le lendemain matin par petites phrases, murmurées. Il a failli ne pas revenir. Ils l'ont trouvé allongé près de la porte. Le feu s'est éteint. Elle n'a fait aucun commentaire. Elle passa le reste de la nuit assise, alimentant le feu par intermittence. Elle observait la respiration de l'enfant. Elle attendait que son corps décide s'il allait résister. Se mettre à l'abri n'était plus seulement un choix pratique. C'était la différence entre rester et partir. Au lever du jour, le pire était passé. Pas résolu, juste contenu. La fièvre n'avait pas augmenté davantage. Le feu n'avait pas faibli à nouveau. Elle s'aventura pour la première fois ce matin-là au bord de l'abri. Le vent avait poussé la neige contre les maisons exposées. Certaines granges étaient partiellement ensevelies. Pas la sienne. L'erreur était mineure. La conséquence est presque irréversible. Et à ce moment-là de l'hiver, tout le monde a commencé à comprendre que ce ne serait pas la dernière fois que quelqu'un commettrait une erreur. La différence résiderait dans l'endroit où chaque personne devrait se trouver, au moment où cela se produirait. Le froid a cessé de fluctuer, s'est installé. Il n'y avait plus de beaux jours à venir. L'hiver avait envahi la vallée française, et tout fonctionnait désormais selon un principe d'usure. Le corps, le bois de chauffage, la patience. Les nuits devenaient trop longues. Les jours sont trop courts pour corriger les erreurs. Le vent se mit à balayer la région sans direction précise, créant des tourbillons qui ensevelirent les chemins familiers. Certaines granges traditionnelles disparurent sous la neige qui s'amoncelait contre leurs murs nus. D'autres restaient visibles, mais inaccessibles. Élise observait la scène depuis l'embrasure de la porte, sans sortir. L'abri autour de la maison a eu un effet inattendu. Il a empêché l'accumulation irrégulière de neige. Le toit prolongé a brisé le vent. La neige tombait et ruisselait. Elle ne s'accumulait pas contre les murs. Elle ne bloquait pas le passage. Le bois de chauffage était toujours là, sec, au même endroit. Au cours de la 3e semaine de froid continu, le problème n'était plus une question de confort, c'est devenu une question de survie. Une des familles de la vallée a commencé à rationner le feu pendant la nuit. La décision semblait logique. Économiser du bois de chauffage pour qu'il dure encore plusieurs semaines. Mais l'organisme réagit mal aux chutes brutales de température. La chaleur perdue pendant la nuit est difficilement récupérable. Un enfant est tombé malade, puis un autre. Élise l'a su lorsqu'elle a entendu des pas à l'extérieur de l'abri. Pas prudent, hésitant. L'homme qui se tenait là n'a pas immédiatement demandé d'aide. Il observa la structure. Il a mesuré la distance entre la porte d'entrée de la maison et le tas de bois de chauffage. Il remarqua que le sol restait propre, sans aucune accumulation de glace. « Avez-vous encore du bois de chauffage sec ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Il n'a pas expliqué le problème. Ce n'était pas nécessaire. On ne pose cette question qu'après un premier échec de la tentative de réparation. Elle a remis quelques bûches, peu de quoi passer la nuit. Il n'y a pas eu de conversation, même pas une gratitude excessive. Cette même nuit, le pire front froid de l'hiver commença à se former. Le ciel s'est obscurci trop tôt. Le vent a perdu sa direction. Un silence pesant précéda l'impact. À son arrivée, il se présentait sous forme d'un seul bloc. Le froid s'est installé rapidement, poussé par des rafales qui vous coupèrent le souffle. La neige tombait finement et régulièrement, recouvrant tout sans un bruit. Ce n'était pas une tempête violente. C'était pire. Il était persistant. À l'intérieur de la maison, Élise entretenait le feu. Pas le maximum. Écurie.
Je savais désormais que la stabilité était primordiale. L'enfant était encore faible. La situation n'a pas empiré. La situation ne s'est pas améliorée. Cela nécessitait une attention constante. Dehors, quelqu'un tentait d'atteindre la grange en bois dans l'obscurité. Il a perdu le sens des distances. Il est revenu trop tard, avec des signes évidents d'hypothermie. Elle l'a découvert le matin lorsque d'autres pas sont apparus au bord de l'abri. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Pouvons-nous rester ici jusqu'à ce que l'incendie soit maîtrisé? Ont-ils demandé. Elle a fait de la place. Il n'a fait aucun commentaire. Les gens entrèrent dans l'abri et s'arrêtèrent en silence, observant la simplicité de la solution. Rien de sophistiqué, rien d'héroïque. Simplement la proximité, la protection et la logique. Le froid a persisté pendant plusieurs jours. Durant cette période, sa maison n'est pas devenue un refuge collectif, ce n'était pas le rôle, mais c'est devenu une référence, un point fixe, un endroit où le feu ne s'est jamais éteint, que ce soit par erreur, par fatigue ou par distance. L'abri a tenu bon. Le bois de chauffage continuait de brûler proprement. La chaleur est restée constante. Lorsque le front froid a finalement commencé à se dissiper, la vallée avait un aspect différent. Moins de fumée s'échappe des cheminées, moins de pas à l'aube, moins de voix, et soyez plus attentifs. Les gens ne riaient plus. Ils ne les ont pas félicités non plus. Ils se contentaient de regarder, car désormais, ils savaient que le pire de l'hiver pouvait encore revenir. Et à son retour, il n'y aurait plus qu'une seule question importante. Qui pourrait entretenir le feu sans quitter son domicile? La demande n'a pas été formulée à voix haute. Elle s'est manifestée par sa présence. Premièrement, une personne se tenait trop près de l'abri, puis un autre. Ils n'ont pas pu entrer. Ils n'ont pas demandé. Ils se contentèrent d'observer l'espace couvert, le sol propre, le bois de chauffage empilé à l'abri du vent. C'était le même endroit qui autrefois provoquait des rires. Maintenant le silence se fit. L'hiver n'était pas terminé, mais il avait déjà laissé suffisamment de traces pour modifier les comportements. Certaines maisons étaient froides à l'intérieur, même avec le feu qui brûlait. D'autres ont brûlé trop de bois et savaient que cela aurait des conséquences néfastes plus tard. Elle est restée la même, pas plus fort. Je n'ai plus confiance en moi, fonctionnel uniquement. Par un après-midi gris, où le froid était mordant même sans neige, un des voisins qui s'était moqué de nous au début traversa lentement la propriété. Il s'arrêta au bord de l'abri, il a enlevé son chapeau, il resta là quelques secondes, avant de prendre la parole. « Notre bois de chauffage est humide, dit-il, rien de plus. » Élise n'a pas répondu immédiatement. Il ramassa 2 bûches, secs. Il les a placées plus près du bord. Ce geste a mis fin à la conversation avant même qu'elle ne commence. L'homme acquiesça. Il portait le bois de chauffage comme s'il transportait quelque chose de fragile. Après lui, d'autres sont venus. Personne n'a demandé à copier l'abri. Pas encore. Ils ont demandé du temps. Ils demandaient à emprunter de la chaleur. Ils demandaient une nuit sans risque. Elle aidait chaque fois qu'elle le pouvait. Pas de discours. Sans régler de comptes moraux. Quelques jours plus tard, l'un des plus anciens habitants de la vallée s'y arrêta. La même personne qui avait affirmé que cela ne durerait pas jusqu'au grand froid. Il regarda le toit qui s'étendait, les piles soigneusement rangées, la proximité de la porte. Si je voulais faire la même chose, commença-t-elle, avant de s'interrompre au milieu de sa phrase. Elle attendit. Comment avez-vous calculé cela? Elle n'a pas mentionné de calcul. Il a pointé le sol du doigt, puis direction le toit, puis jusqu'à la porte. C'est tout. L'homme comprit. Cette semaine-là, des marques ont commencé à apparaître sur le terrain autour des autres maisons. Installation des poteaux en cours. Toit dépassant de quelques centimètres la hauteur habituelle. Du bois de chauffage est ramassé au sol. Rien de comparable à la sienne, mais clairement inspiré. Elle observait de loin. Je ne l'ai pas corrigée. Elle ne proposait aucun projet. Je savais que chacun devait s'adapter à son propre foyer, à sa propre peur. Le respect ne s'exprimait pas par des mots. C'était une imitation. Le refuge n'est plus son erreur, et elle est devenue la seule solution possible. Quand le froid s'installait la nuit, plus personne ne riait de la forme de la maison. Certains ont même détourné le regard, comme s'ils reconnaissaient avoir jugé trop vite. Elle ne cherchait pas à être validée, mais elle existait. Et cet hiver-là, cela a suffi. Lorsque l'hiver commença à s'adoucir, il n'y eut aucune fête, simplement de la continuité. Le froid s'estompa par étapes, comme pour tester qui avait appris quelque chose et qui avait simplement survécu par chance. Certains matins étaient moins rudes, d'autres nécessitaient encore un feu constant. Mais le pire était passé. Les maisons qui ont dû éteindre l'incendie la nuit ne l'ont pas oublié.
Ceux qui ont perdu du bois de chauffage à cause de l'humidité ne l'ont pas oublié, et ceux qui ont failli perdre quelqu'un, encore moins. Autour de la maison d'Élise, l'abri était resté exactement comme au premier jour. Pas d'expansion. Aucune correction visible. Non pas parce que c'était parfait, mais c'est parce qu'il avait rempli son devoir au moment où c'était le plus important. Au printemps, lorsque le sol a commencé à céder sous le dégel, certaines personnes se sont approchées, non pas pour demander de l'aide immédiate, mais pour observer de plus près. Ils ont mesuré les distances. Ils touchèrent le bois sec qui restait. Ils ont regardé le toit prolongé avec moins de préjugés. Ils ne demandaient en plus pourquoi. Ils ont demandé comment. Elle n'a pas donné beaucoup d'explications. Cela en montrait davantage. Cela a mis en évidence l'importance de ne pas laisser le bois de chauffage au sol. Ne fermez pas trop les côtés. Pour que le vent joue en votre faveur. Certains l'ont copié presque à l'identique. D'autres se sont adaptés à ce qu'ils avaient. L'hiver suivant, moins de maisons furent retouchées. Pas par miracle. Par la répétition. Par l'apprentissage silencieux. Le problème de l'abri n'est plus d'actualité. Il s'est intégré au paysage. Comme si cela avait toujours existé. Plus personne ne se souvenait exactement de la date de début. Il savait simplement que ça fonctionnait. Élise continua d'y vivre. Rien de spécial. Sans position de leadership informel. Mais quelque chose avait changé. Lorsque de nouvelles familles arrivaient dans la vallée, quelqu'un montrait sa maison du doigt et disait simplement « Celui-là, là-bas, a très bien passé l'hiver dernier. » Cela suffisait. L'héritage n'était pas un bâtiment précis. C'était logique. La proximité plutôt que le surmenage. Protection plutôt qu'exposition. La structure plutôt que la force brute. Et la maladie s'est propagée. Pas dans les livres, pas dans les discours, mais dans des maisons légèrement différentes. L'abri autour de la maison n'a jamais eu pour but d'instruire qui que ce soit. Il s'agissait simplement d'une réponse silencieuse à un vieux problème. Tandis que certains s'appuyaient sur la coutume, elle s'appuyait sur l'observation. Tandis qu'ils riaient de la forme, elle réfléchissait à la fonction. Quand le froid est vraiment arrivé, il n'y a eu ni discours, ni excuse. Il s'agit simplement de prendre conscience que certaines solutions n'ont pas besoin de paraître justes. Elles doivent simplement fonctionner. L'hiver est passé. Son bois de chauffage est resté sec. Et après cela, plus personne ne rit. Car, dans les endroits où le froid décide qui reste, la vérité ne peut être imposée par la voix. Il reste allumé. Abonnez-vous pour continuer à entendre des histoires qui ne crient pas, mais qui fonctionnent.